Restez avec nous dans un instant. Face à Bachelot, Pierre Licia, c'est un élu du 18e arrondissement qui vient de sortir un livre à propos de Paris, tout simplement intitulé « La honte ». Voilà, Roselyne Bachelot, qui recevez-vous aujourd'hui? Eh bien, Emmanuel, je reçois un élu du 18e arrondissement, Pierre Licia. Il faut dire que la bataille municipale s'accélère à Paris. On n'a pas de journée sans recevoir un candidat ou une candidate. Et il sort un livre qui s'appelle « La honte » chez Albin Michel. Un livre important qui développe tous les problèmes de Paris et des Parisiens. Un livre pamphlet, d'ailleurs, un véritable réquisitoire contre Anne Hidalgo. Pierre Licia dit: j'ai honte de ce que Paris est devenu. On l'attend, Pierre Licia. Mais venez, rejoignez-nous sur ce plateau. Pierre Licia, on est ravis de vous accueillir, évidemment. Avant de démarrer cette conversation, on va peut-être faire le point. Ce serait peut-être pas inutile. Cette bataille des municipales à venir. On va faire l'état des forces en présence dans la capitale. Alors vous le voyez évidemment, Anne Hidalgo, Benjamin Griveaux au centre en haut, Cédric Villani, les deux frères ennemis de la République en marche, Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel, et il y a de nombreux autres candidats qui Monsieur Brossat, Monsieur Ganzer, etc. Bon, ils sont quasiment innombrables. Voilà. Et c'est pas fini. Et c'est probablement pas fini. On est encore à 5 mois des municipales. Vous avez raison de dire que la situation est confuse. Peut-être que les difficultés d'Anne Hidalgo suscitent aussi les appétits et sur un certain nombre de sujets très brûlants. C'est le Figaro qui, ce matin, fait le point sur les questions de sécurité à Paris. Et le titre « Paris s'enfonce dangereusement dans la spirale des vols et des violences ». L'insécurité augmenterait à Paris de façon très importante. Alors, Pierre Licia, c'est un sujet qui interpelle beaucoup les Parisiens, qui les inquiète, mais finalement, la sécurité à Paris, est-ce que c'est bien la responsabilité de Anne Hidalgo ? Absolument, Madame Bachelot. C'est une responsabilité. Alors, ça n'est pas, effectivement, vous avez raison, la sécurité et surtout les pouvoirs de police, ça n'est pas de la compétence de la ville, c'est de la compétence de la préfecture. Sauf qu'on ne peut pas, comme le fait systématiquement la ville de Paris, considérer que comme c'est la compétence de la préfecture, la ville de Paris n'a aucun mot à dire. On parle de la ville de Paris, c'est pas le budget d'une petite commune rurale de la France, c'est la ville de Paris. Il y a énormément de leviers d'action, de moyens d'action qui sont au service de la ville de Paris pour influer sur les questions de sécurité. Et aujourd'hui, aucun de ces leviers n'a été actionné par la ville. Alors, je voudrais peut-être, avant que vous continuiez, qu'on regarde, Emmanuel, les chiffres qui sont donnés par la préfecture de police, d'ailleurs. Vous allez voir, effectivement, une augmentation que relève le Figaro de 17,5% depuis le début de l'année. Alors, sur des choses très précises, vous avez vu les destructions. Et puis, ces vols de 2 roues motorisés, en gros, les scooters, 17,1% depuis le début de l'année. Les menaces de violence, les menaces verbales, les menaces physiques, plus 9,8%. C'est évidemment, ça pourrit la vie des gens, pour le dire d'une façon familière. Voilà quelques-uns de ces indicateurs. En tout cas, on se situe toujours autour de plus 10%, ce qui est, en termes statistiques, extrêmement important. Et ce, avec des variantes qui font que dans certains arrondissements de Paris, on pense au 2e et au 4e, les chiffres sont beaucoup plus importants, Pierre Licia. Mais ce sont des chiffres qui ne sont pas nouveaux. Alors, ils sont diffusés, ils sont dévoilés aujourd'hui, donc on en prend connaissance, mais ce n'est pas nouveau. Les chiffres de la préfecture en matière d'insécurité, déjà au printemps, étaient en explosion totale. Et déjà à l'époque, la ville de Paris considérait que c'était de la responsabilité du gouvernement. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Moi, je constate qu'à l'époque où le gouvernement était socialiste, je n'ai pas senti la ville de Paris aussi vindicative à l'égard du gouvernement pour demander plus de policiers et plus de moyens policiers. Là où je trouve qu'on se trompe de débat, c'est systématiquement déjà imputer la responsabilité de la hausse de la délinquance au préfet et à demander plus d'effectifs de police. Aujourd'hui,
on ne peut pas raisonner, on ne peut pas considérer que la sécurité à Paris, c'est uniquement une question d'effectifs de police. Quand Colombe Brossel, qui est l'adjointe responsable de la sécurité à Paris, dit dans le 18e que vous connaissez bien, la nuit, il y a une voiture de police et 3 agents, est-ce qu'elle ment ou est-ce que... Elle ne ment pas. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas résumer la question de l'insécurité à la question des effectifs de police. Aujourd'hui, la ville de Paris, c'est fort à la mot en termes d'effectifs de police. C'est la ville de France où il y a le plus d'effectifs policiers. La question n'est pas de savoir combien ils sont, la question est de savoir comment ils sont répartis dans la capitale. Aujourd'hui, dans les arrondissements centraux, vous avez un policier pour quelques centaines d'habitants. Dans les arrondissements périphériques, notamment le 18e, puisqu'il s'agit du 18e, mais dans les arrondissements du nord-est parisien, vous avez un policier pour plusieurs milliers d'habitants. Donc la question de la répartition est une question qu'il faut se poser d'une part. D'autre part, on ne peut pas systématiquement demander plus d'effectifs de police. La question est de savoir quels moyens on leur donne. Aux policiers. Quels moyens on leur donne aux policiers? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, la ville de Paris? J'ai vu que Philippe Boujon, le maire du 15e, dit qu'il faut multiplier la vidéosurveillance, installer 5000 caméras dans Paris. Vous êtes d'accord avec ces solutions? Quand je vous parlais des leviers d'action qu'a la ville de Paris en matière de sécurité, la vidéoprotection en fait partie, effectivement. Vous avez à Paris une caméra de vidéoprotection pour 1700 habitants en moyenne. À Marseille, c'est une pour 600 habitants. Donc déjà, on peut se poser la question de la multiplication du réseau de caméras. On tire quand même un peu moins à la Kalachnikov à Paris qu'à Marseille. Non, oui, enfin, mais les problématiques sont quand même assez similaires dans certains quartiers notamment. Et je peux vous dire qu'il y a eu pendant des années une obstruction idéologique à la vidéoprotection parce que c'était considéré comme une atteinte aux libertés individuelles. Mais enfin, pardon, la vidéoprotection, c'est quand même un élément clé de la chaîne d'élucidation. Donc ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la vidéoprotection. Il y a aussi, vous savez, la ville, quand je vous dis qu'elle n'est pas dénuée de tout moyen, elle a des agents de sécurité à Paris. Plusieurs milliers d'agents, la fameuse brigade anti-incivilité, qui sont dans les textes compétents en matière de lutte contre les petites incivilités, contre les dégradations, contre les petits larcins, contre les dépôts sauvages. Cette incivilité, cette insécurité du quotidien. Et finalement, la ville de Paris a fait un choix qui est un choix politique, qui est d'assigner à ces agents-là, non pas la lutte contre les incivilités, mais au contraire, de leur assigner des objectifs de verbalisation chiffrés. Donc, c'est les jets de mégots, c'est la verbalisation des terrasses, c'est la verbalisation des véhicules en stationnement gênant. Et finalement, la sécurité du quotidien, on la délaisse totalement. Donc, moi, je demande à ce que la ville de Paris, qui a ces milliers d'agents de sécurité sous ses ordres, qu'elle les assigne, qu'elle les dédie, qu'elle les consacre exclusivement à la lutte contre la petite délinquance et à l'insécurité, de façon à décharger la police nationale, pour que la police nationale puisse s'engager résolument et de façon déterminée. Ceci étant, Pierre Lissiat, on ne peut pas nier que la mobilisation des forces de police sur les gilets jaunes, que la multiplication des heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées mais qui ont été transformées en journées de récupération, tout ça fait que la responsabilité est quand même partagée entre l'État et Anne Hidalgo, au minimum. Quand je vous dis que la question n'est pas de savoir combien d'effectifs il faut, mais comment ils sont répartis et surtout quels moyens on leur donne, c'est de ça précisément dont je vous parle. Aujourd'hui, alors électoralement, c'est très bien de dire dans mon commissariat, j'ai réussi à obtenir tant de fonctionnaires de police supplémentaires. Parce que concrètement, auprès de l'électorat, ça se voit. C'est quelque chose qui peut se matérialiser, qui se concrétise. Sauf que les policiers, pour lutter contre la délinquance du quotidien, ils ont besoin de plus de moyens, de plus d'équipements, de plus de moyens de renseignement. Aujourd'hui, le renseignement, c'est la clé pour lutter contre la délinquance du quotidien. Plus vous augmentez les effectifs, en réalité, plus vous paupérisez les effectifs de police qui sont sur le terrain. Alors, c'est pas la commune qui peut faire ça, le renseignement. Non, mais c'est pas la commune, mais taper systématiquement sur le gouvernement en disant c'est de la faute de l'État parce qu'on n'a pas assez d'effectifs de police. Je dis attention, c'est un faux débat. La ville de Paris a des leviers, elle peut s'en servir. Aujourd'hui, elle ne s'en sert pas. Il n'y a pas que ça, pardon de vous couper. Le week-end dernier, il y a un commerçant de la Goutte d'Or, un libraire, qui a été cambriolé. C'est pas le premier à qui ça arrive, et malheureusement, les commerçants dans le quartier de la Goutte d'Or comme dans le quartier de la Gare du Nord ferment les uns après les autres parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à la dégradation de leur environnement sécuritaire. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? La ville de Paris, elle pourrait aider ces commerçants, parce qu'aujourd'hui, un commerce qui ferme dans une zone urbaine sensible, c'est une augmentation quasi immédiate de l'insécurité. Alors, on va peut-être passer à un deuxième sujet d'exaspération. Très bavard.
Non, Pardonnez-moi. vous dites forcément On des prend le choses temps. intéressantes, par construction, par définition. Un deuxième sujet qui exaspère les Parisiens, mais je dirais presque au quotidien, c'est la question de la propreté. D'ailleurs, vous ouvrez votre livre par cette propreté qui vraiment pourrit la vie des Parisiens au quotidien, mais on va peut-être... Vous avez un son, Emmanuel, Absolument, de peut-être celle qui est rendue responsable de ça généralement, Anne Hidalgo, qui était chez David Pujadas il y a quelques jours. Oui, il y a des espaces qui sont insupportables. Oui, il y a une minorité de personnes qui ne respectent pas le travail qui est fait. Moi, je pense d'abord, j'aurais été la maire qui aura mis des moyens, mais vraiment extrêmement conséquents, quasiment 600 millions d'euros aujourd'hui sur la propreté. On a rajouté, mais il y a quand même des résultats. Alors, tout va bien. C'est pas le sentiment des Parisiens. D'ailleurs, quand on les interroge, 3 Parisiens, vous le dites dans votre livre, 3 Parisiens sur 4 sont exaspérés par la saleté de Paris. Mais ça va même au-delà, c'est-à-dire que les Parisiens sont exaspérés évidemment, mais aussi les Français regardent leur capitale et les étrangers qui viennent ahuris. Et évidemment les étrangers, quand vous avez une touriste brésilienne qui fait une vidéo de rats au pied de la Tour Eiffel, cette vidéo elle fait le tour du monde, c'est l'image de Paris qui est atteinte. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai entre autres intitulé le livre La honte, parce que l'état d'insalubrité et de saleté et de crasse de la ville de Paris, de la capitale de la France, c'est une honte, non pas seulement pour les Parisiens, mais aussi pour tout le pays, pour toute la France. Alors moi j'entends la maire de Paris dire, vous savez, si Paris est sale, c'est parce que les Parisiens le sont. Et c'est les Parisiens qui salissent. Oui, la ville de Paris n'est pas une ville sale, elle est une ville salie. Voilà, ça c'est la grande rhétorique de la ville de Paris. Enfin, je suis désolé, si on parle, elle se réfugie derrière la densité de Paris qui est extrêmement importante, une des plus fortes d'Europe. Et donc, comme il y a beaucoup de gens qui habitent à Paris, bah, du coup, forcément, l'espace public est surutilisé et donc il est sale. Oui, mais il y a des villes aussi. Il y a d'autres villes qui sont, je pense à Séoul, on a une densité de population au mètre carré, 21 000 habitants au mètre carré. C'est celle de Paris qui est à peu près, oui. voilà, qui est à peu près dans ces eaux-là. On pourrait considérer que Séoul croule sous les déchets. Or, ça n'est pas le cas. Prenons, pas aussi loin que ça, prenons Levallois-Perret, prenons Vincennes. Vous avez une densité de population qui est nettement supérieure. Ce sont les 2 villes qui ont les 2 densités de population les plus fortes d'Europe. Mais moins de touristes, moins de passages pour le coup. On pourrait penser, oui, mais en termes de moyens consacrés à la propreté et de densité de population, on pourrait considérer qu'avec des densités de population équivalentes à la ville de Bombay, Levallois et Vincennes croulent sous les immondices. Or, ça n'est pas le cas. Alors, ce qui prouve bien que c'est un problème de méthode, de gouvernance et peut-être de moyens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la maire de Paris l'a dit à l'instant. 600 millions d'euros chaque année. 600 millions d'euros chaque année et la situation ne cesse de se dégrader. Aujourd'hui, quand je parle de gouvernance, je dis quoi? Aujourd'hui, c'est la maire de Paris, elle seule, qui pilote toute la politique de propreté à la ville de Paris. Donc vous préconisez de décentraliser, si j'ose dire, aux maires d'arrondissement. C'est hallucinant que les maires d'arrondissement n'aient pas le moindre mot à dire en ce qui concerne la gestion de la politique propreté dans leur propre arrondissement. Qui mieux que le maire d'arrondissement pour savoir dans quelle rue, sur quel pâté de maison il faut accentuer... Dans votre livre, il y a une chose qui m'a interpellé, c'est que vous préconisez une politique extrêmement répressive. Vous dites il faut un renforcement de la répression, majorer les amendes, imposer, comme dans certaines villes françaises d'ailleurs, des travaux d'intérêt général aux délinquants, excusez-moi du détail, mais des gens qui font pipi dans les impasses, ou qui déposent leurs immondices n'importe où. Parce que les Parisiens sont et j'imagine peut-être vous aussi, et moi j'en fais partie. Nous sommes quotidiens, nous sommes les témoins impuissants tous les jours d'actes inciviques et de dégradation. Nous le voyons, nous le constatons tous les jours. Donc moi je veux bien qu'on mette des moyens supplémentaires, qu'on réforme la gouvernance, qu'on décentralise, qu'on fusionne les directions. Aujourd'hui il y a 5 directions qui sont en charge de la propreté, qui se parlent à moitié entre elles. Donc c'est une nébuleuse administrative on en perd totalement le sens du service. On peut toujours rappeler qu'il y a plus de fonctionnaires à la ville de Paris qu'il n'y en a dans les administrations européennes. Absolument, absolument. C'est un État dans l'État. Mais pourquoi je vous parle de sanctions? Parce qu'à un moment, la meilleure des préventions, c'est celle qui s'attaque
directement au porte-monnaie. On peut pas systématiquement considérer que la ville de Paris et que nos impôts doivent passer derrière. Mais c'est une politique qui marche sur ces deux jambes. Prévention et sanction. Effectivement, il y a des villes comme la ville de Cannes, que je cite dans mon livre, qui a considéré que la lutte contre les incivilités était une priorité et elle a instauré des travaux d'intérêt général dans les services propreté. Faisons la même chose, c'est indolore pour les finances de la ville de Paris et ça permet de responsabiliser bien plus ceux qui sont les contrevenants et qui dégradent les rues de Paris. Alors, troisième sujet, c'est ce départ des Parisiens. Paris a perdu plus de 60 000 habitants. On pourrait peut-être entendre, Emmanuel, ce qu'on recevait Benjamin Griveaux. Absolument, qui parle notamment de ces classes moyennes qui partent massivement. On écoute Benjamin Griveaux. J'insiste beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'une ville qui perd ses classes moyennes, c'est une ville qui lentement perd son âme. Et Paris vit de ses classes moyennes. On ne peut pas avoir... C'est quoi les classes moyennes ? À Paris, c'est quoi une classe moyenne ? C'est ceux qui gagnent trop pour être accompagnés et pas assez pour s'en sortir tout seul. C'est assez simple comme définition. Et à Paris, la classe moyenne, c'est pas la même qu'à Lyon, qu'à Maubeuge, qu'à Pau ou qu'à Tours. Parce qu'à Paris, en gros, une classe moyenne, c'est ceux qui engouffrent quasiment la moitié de leurs revenus dans le logement. Ça, c'est un vrai sujet central, absolu. Oui, mais alors là, Pierre Licia, excusez-moi, c'est pas la faute d'Anne Hidalgo. Parce que si les classes moyennes, un ménage avec des enfants quitte Paris, c'est parce que le prix de l'immobilier, soit pour accéder à la propriété, soit pour se payer un loyer, est impossible. Ça, Anne Hidalgo, elle y est pour rien. Elle y participe. Encore une fois, désolé de vous contredire et de contredire tous ceux qui disent le contraire. Elle y participe. La politique aujourd'hui de logement de la ville de Paris contribue à cet engrenage inflationniste des loyers et du mètre carré à Paris. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de foncier disponible à Paris. Vous ne pouvez plus construire de logements, quasiment plus, à moins de détruire des espaces verts, ce qui est fait d'ailleurs, ce qui ont détruit des espaces de respiration aujourd'hui à Paris pour construire du logement social. Et le problème, c'est que à coût de millions d'euros chaque année, centaines de millions d'euros, on transforme des logements qui sont sur le parc privé en logements sociaux. Donc il n'y a pas d'habitants supplémentaires. En revanche, vous réduisez l'offre de logements sur le parc privé, sur le parc locatif privé pour les faire mécaniquement, vous faites monter les prix. Donc je ne dis pas que la politique de la ville de Paris est seule responsable. Il y a d'autres facteurs, les taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, le Brexit. Voilà, on peut parler de plein de facteurs, mais il n'empêche que celui-ci est un facteur extrêmement important et la ville de Paris se garde bien d'en parler. Une question, vous me répondez par oui ou par non. Vous êtes candidat aux élections à Paris ? Joker. Alors, on va regarder une nouvelle fois juste l'image de ces candidats, Anne Hidalgo, Benjamin Griveaux, Cédric Villani, Rachida Dati, David Béliard, Daniel Simonet. Allez, sinon, votre préférence, on a bien compris que c'était pas Anne Hidalgo, du moins pour lequel vous avez le moins de répulsion. Je vais vous répondre, mais ça va pas vous faire plaisir. En quelques secondes. En un mot. Moi, j'attends de savoir quels sont les projets des uns et des autres. Vous l'avez dit, j'ai travaillé manifestement et j'ai des propositions. J'ai un projet pour Paris. Vous allez être candidat, quoi. J'attends de savoir ce que les autres candidats proposent. Aujourd'hui, en dehors des querelles d'ego de personnes et les sondages, je ne sais pas ce qu'ils proposent. Ça, c'est une façon de dire qu'on va être candidat. Ça m'inquiète parce que nous sommes à 5 mois des élections municipales. D'accord, donc il vous reste peu de temps pour vous déclarer, effectivement. Merci beaucoup, Pierre Licia.